Le jardin avait toujours été l'excuse de Géraldov pour éviter le club de lecture de sa femme. Chaque samedi matin, pendant que Myriam recevait 3 autres femmes qui disséquaient des romans, Gérald enfilait ses bottes en caoutchouc et disparaissait dans l'étroite bande de terre derrière leur maison mitoyenne. Il ne cultivait rien de remarquable, quelques courgettes, quelques rangées de haricots verts et de la menthe qui ne cessaient de s'échapper de son pot, mais creuser était l'essentiel. La résistance de la terre argileuse, l'odeur fraîche de la terre retournée et le bruit satisfaisant de la bêche. Ce fut le 3e samedi d'octobre que la bêche heurta quelque chose qui n'était pas une pierre. Gérald avait appris à distinguer les sons. Le craquement sec du silex, le bruit sourd d'une racine enfouie, le cliquetis creux d'un vieux tuyau en argile. Celui-ci n'était aucun de cela. C'était une résonance claire, presque musicale, qui remonta le long du manche jusqu'à ses paumes, et cela le stoppa net. Il s'accroupit et dégagea la terre avec ses doigts, comme il avait vu les archéologues le faire à la télévision. À une quinzaine de centimètres de profondeur, la terre céda un petit objet ovale, sombre de ternissure et de terre compactée, suspendu à ce qui semblait être une chaîne si fine qu'il la prit presque pour une racine. Il l'essuya sur son pantalon, le leva vers la lumière grise d'octobre et ressentit le premier frisson étrange de quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer. Myriam passa le collier sous le robinet de la cuisine, frottant doucement avec son pouce, et la ternissure s'atténua pour révéler un éclat d'or mat et la forme indéniable d'un pendentif ovale, à peu près de la taille d'une pièce de 50 pence. Sur une face, une petite pierre incrustée, rouge profond, peut-être un grenat entouré d'une bordure de minuscules points en relief. Au revers, des marques qui pouvaient être des lettres, ou quelque chose de plus ancien que des lettres. « Apporte-le à quelqu'un », dit Myriam en le posant sur l'égouttoir. Le lundi, Gérald l'apporta chez Acriment et Son, dans Parliament Street, une boutique du genre à avoir encore une clochette au-dessus de la porte et des coussins de velours en vitrine. Il y avait acheté la bague de fiançailles de Myriam 26 ans plus tôt, auprès du père. Maintenant, c'était le fils David Acriment, dans la cinquantaine, avec des lunettes demi-lune et la manière soigneuse et posée d'un homme qui avait manipulé les objets précieux des autres toute sa vie. Gérald posa le pendentif sur le comptoir en verre et ne dit rien, curieux de voir ce qu'un professionnel en penserait. David Acriment le prit, le tourna une fois, puis le reposa, enleva ses lunettes et regarda Gérald avec une expression qui n'était pas celle qu'il attendait. Ce n'était pas la curiosité polie d'un homme examinant un bibelot, mais quelque chose de nettement plus réservé. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda Acriment. Sa voix était calme, mais le silence qui suivit avait une intensité qui obligea Gérald à se redresser légèrement. « Il explique quoi ?» Acriment écouta sans l'interrompre, ce qui était en soi inhabituel. D'après l'expérience de Gérald, les bijoutiers parlaient sans cesse, remplissant les silences d'estimation et de rassurance. Acriment ne dit rien avant que Gérald ait terminé. Puis il demanda s'il pouvait emmener le pendentif à l'arrière. Gérald attendit près du comptoir pendant près de 15 minutes. Par la porte entr'ouverte, il entendait le léger cliquetis des instruments, le froissement de ce qui ressemblait à des livres de référence. Quand Acriment revint, il tenait une loupe de bijoutier et une feuille de papier sur laquelle il n'avait rien écrit. La chaîne est en or 18 carats, dit-il, ce qui n'est ni particulièrement ancien ni inhabituel. Mais le pendentif, lui, est différent. Il posa la loupe sur le comptoir. Le travail du métal sur la bordure, ces petits points en relief, s'appelle la granulation. Une technique très spécifique. Certains artisans antiques l'utilisaient, puis elle a été en grande partie perdue après la chute de Rome. Elle est brièvement réapparue au début du XIXe siècle, lorsqu'il y eut une mode pour les bijoux archéologiques, largement influencée par un orfèvre romain nommé Castellani. Et cela ne ressemble pas à une reproduction de Castellani. La granulation est trop irrégulière, faite à la main, sans outils modernes. Gérald regarda le pendentif. « Il a quel âge ?» demanda-t-il. Acriment réfléchit visiblement avant de répondre. C'est précisément ce que nous devons déterminer. Le problème, expliqua Acriment, n'était pas seulement l'âge. Si le pendentif était simplement ancien victorien, par exemple, ou même géorgien, il aurait pu en donner une estimation et renvoyer Gérald chez lui. Le souci venait de la combinaison des caractéristiques, la technique de granulation, la pierre incrustée, qui, sous la loupe, semblait être non pas un grenat mais une cornaline rouge polie, une pierre prisée dans l'Antiquité méditerranéenne, et les marques au revers, qu'Acriment identifiait prudemment non pas comme des lettres, mais comme une série de symboles ressemblant à une ancienne écriture toscane. « Je préfère être prudent, » dit Acriment. « Je suis bijoutier, pas archéologue. Je peux me tromper. La pièce pourrait être une imitation plus récente. Au XIXe siècle, il y avait une mode pour ce genre d'objet, et certaines reproductions étaient extrêmement bien faites. » Il reprit le pendentif et l'inclina sous la lampe de son établi. « Et si ce n'est pas une imitation, et qu'il est resté enterré à une quinzaine de centimètres dans votre jardin pendant longtemps, alors cela soulève des questions auxquelles je ne suis pas qualifié pour répondre. » Gérald demanda ce qu'il devait faire. « Ne le vendez pas, » répondit Acriment immédiatement. Et c'est la rapidité de cette réponse qui resta avec Gérald tandis qu'il traversait la ville, le pendentif dans la poche de son manteau, avec cette instruction directe, presque brutale, prononcée avec la gravité d'un homme qui avait vu quelque chose qu'il ne voulait pas risquer de maltraiter. Gérald n'était pas un homme qui accordait facilement de l'importance aux choses. Il avait passé 30 ans en tant qu'ingénieur civil.
Il croyait aux données observables, aux calculs et à la fiabilité un peu terne des faits. Mais ce soir-là, assis à la table de la cuisine avec le pendentif sous la lampe de lecture de Myriam, il se sentit affecté d'une manière qu'il ne pouvait pas expliquer. Le travail artisanal était, même à ses yeux non entraînés, extraordinaire. Chaque minuscule granule du bord était parfaitement sphérique, pas plus grande qu'un grain de sable, fixé à la surface sans soudure visible. Il s'était renseigné sur Castellani après avoir quitté Acriman, et les bijoux de reproduction de cette époque avaient une certaine affectation. Cette qualité un peu trop parfaite d'un travail fait pour impressionner. Ici, c'était autre chose. Il y avait une spontanéité, comme si l'objet n'avait pas été conçu pour démontrer un savoir-faire, mais simplement parce que l'artisan ne savait pas travailler autrement. Myriam était assise en face de lui, ne lisant rien, l'observant. « Tu vas creuser cette piste, » dit-elle. Ce n'était pas une question. Gérald contacta le Yorkshire Museum le lendemain matin. L'agent de liaison des découvertes, une femme vive et pragmatique nommée Dr Sarah Okafor, accepta de le recevoir dans la semaine. Lorsqu'elle arriva, elle examina le pendentif avec la concentration maîtrisée de quelqu'un habitué à ne rien laisser paraître avant d'être certain. Puis elle le reposa, croisa les mains et lui expliqua qu'en vertu du Treasure Act de 1996, il était probablement tenu de déclarer la découverte. « Pourquoi probablement ?» demanda Gérald. « Cela dépend, » répondit-elle, « de ce que c'est réellement. » Ce qui suivit fut 6 mois de patience que Gérald possédait et d'incertitudes administratives que Myriam supportait moins bien. Le pendentif fut envoyé à l'équipe des antiquités portables du musée pour analyse. Un métallurgiste, un spécialiste des lettres classiques et un expert des objets commerciaux méditerranéens pré-romains furent impliqués à différents moments. Gérald reçut des lettres officielles, rédigées dans un langage formel qui s'engageait très peu. Et en mars, le docteur Okafor appela au lieu d'écrire, et sa voix avait changé. L'analyse confirma que le métal correspondait aux alliages étrusques datant d'environ le VE au IIIe siècle avant Jésus-Christ. La pierre de cornaline provenait de la Méditerranée orientale. La technique de granulation correspondait à des exemples conservés à Florence et Vatican. Un épigraphiste universitaire étudiait les symboles au revers, mais les premières indications suggéraient une dédicace ou une inscription de propriété, le genre qu'on trouve sur des objets à forte valeur personnelle. Nous ne le qualifions pas définitivement d'étrusque, dit-elle prudemment, mais l'ensemble des preuves va fortement dans ce sens. Gérald resta silencieux un moment. Puis il posa la question qui le hantait depuis octobre. Comment un pendentif étrusque se retrouve-t-il à 15 cm sous un jardin à Ariat? C'est justement ce qui nous intéresse le plus, répondit le docteur Okafor. Ce n'est pas impossible. Les légions romaines ont transporté des objets sur des distances extraordinaires, et il y avait un commerce important dans ce qui est aujourd'hui York. Mais 15 cm, c'est très peu profond pour qu'un objet aussi ancien survive dans un sol agricole. Il n'est peut-être pas là depuis aussi longtemps qu'il n'y paraît. Le rapport de l'épigraphiste arriva en avril. L'inscription au revers semblait dire « Pour Tania, bien-aimée, qui est partie avant une offrande de deuil ». Contrairement aux conclusions techniques, cela semblait intime. Quelqu'un avait perdu un être cher et avait donné à cette perte une forme matérielle qui avait survécu longtemps après leur disparition. Myriam lut le rapport en silence. « Quelqu'un l'a enterré, dit-elle. Il ne l'a pas perdu. 15 cm, c'est volontaire. » Gerald acquiesça. La chaîne avait été soigneusement repliée, signe d'une intention. Quelqu'un l'avait placée là, ce qui soulevait la question du moment et de la raison. Le docteur Okafor confirma bientôt des discussions avec l'unité archéologique du North Yorkshire pour une éventuelle étude. Myriam accepta immédiatement. L'étude eut lieu sur 2 week-ends en juin. Une petite équipe utilisa un radar à pénétration de sol, travaillant méthodiquement dans le jardin. Le 2e après-midi, ils détectèrent une perturbation circulaire dans le sol, à une profondeur de 40 à 80 cm. Cela pouvait être naturel, mais aussi indiquer un enfouissement volontaire. « Que fait-on maintenant ?» demanda Gérald. « Cela devient une question de fouille », répondit le chef d'équipe. Les autorisations prirent des mois. En octobre, 1 an après la découverte, la fouille commença. La terre fut retirée couche par couche, soigneusement tamisée. Le 4e matin, quelque chose apparut. 5 objets furent mis au jour. Un petit récipient en céramique intact identifié comme étant de facture étrusque. Un mince miroir en bronze, corrodé mais complet, représentant plus tard 2 femmes à un métier à tisser, 2 perles turquoises associées au commerce égyptien, et un fragment d'os travaillé, peut-être une épingle. Aucun reste humain ne fut trouvé. L'enquête menée en vertu du Treasure Act se conclut au printemps suivant. Les objets furent déclarés trésors, transférant leur propriété à l'État. Le Yorkshire Museum exprima son intérêt pour les acquérir. Le docteur Okafor qualifia la découverte de significative. L'estimation, lorsqu'elle arriva, était importante. Le site de fouille fut rebouché et nivelé, une nouvelle herbe y poussant déjà. Pourtant, l'endroit conservait quelque chose d'invisible, une intention traversant les siècles. Quelqu'un avait choisi cet endroit. Pour des raisons que personne ne pourrait jamais totalement comprendre, à travers plus de 2 millénaires, ils avaient décidé que c'était ici qu'une chose précieuse devait reposer. Gérald pensa que,
D'une certaine manière, cela suffisait.